Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration au cœur de l'histoire du Maghreb. Aujourd'hui, on s'intéresse à une dynastie peut-être un peu moins connue du grand public que d'autres, mais absolument essentielle. Les Hafsides. Oui, les Hafsides, un nom qui a pourtant régné sur l'Ifriqiya. On parle de la Tunisie actuelle et de l'Est algérien, grosso modo, pendant plus de 3 siècles. Du XIIIe au XVIe. Exactement. 3 siècles. C'est énorme. Une puissance née, on peut le dire, sur les cendres du grand empire almohade et qui a construit son propre royaume avec Tunis comme cœur battant. Tout à fait. Une histoire fascinante. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre un peu tout ça. D'où viennent-ils? Comment ont-ils pris le pouvoir? Quel a été l'apogée de ce royaume tunisois? Et puis, découvrir leur héritage, parce qu'il est riche. Analyser aussi leurs relations, assez complexes d'ailleurs, avec leurs voisins, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Et enfin, comprendre pourquoi, après une telle longévité, ils finissent par décliner et disparaître face à la montée ottomane. Bref, une plongée dans une période charnière. Alors, on y va? Allons-y. Bon, pour comprendre les Hafsides, faut remonter à la source, aux origines. Et tout commence avec un personnage vraiment central, Abu Hafs Omar al-Intati, Ah oui, Abou Hafs. un chef berbère de la tribu Masmouda dans le Haut Atlas marocain. Mais pas n'importe quel chef. Non, loin de là. Abou Hafs, c'était un pilier du mouvement almohade naissant, un très proche du fondateur, Ibn Toumert. Il faisait partie du fameux Conseil des 10, l'instance suprême, quoi. D'accord. Un grand général, un conseiller très écouté du premier calife almohade, Abdel al-Momin. Il a joué un rôle décisif dans son accession au pouvoir. C'était une figure incontournable, vraiment. Un personnage respecté, donc. Énormément, à tel point que ses descendants vont hériter d'une position, disons, privilégiée au sein de l'Empire. Ils alternaient même avec les fils du calife pour les postes de gouverneurs importants. Et c'est là qu'on arrive à l'Ifriqiya. C'est comme ça que sa famille s'y installe? Exactement. Les descendants d'Abou Hafs deviennent gouverneurs ou wali de l'Ifriqiya au nom des Almohades. Le premier, c'est Abou Mohamed Abdelwahid, qui est nommé vers 1207. Pourquoi lui? Le calife al-Nasir l'envoie pour essayer de stabiliser la région, qui était assez agitée à cause des Banu Ganya, des descendants des anciens Almoravides. Et ces gouverneurs hafsides, ils reçoivent des pouvoirs très étendus sur place. Ils accumulent du pouvoir, localement. Voilà. Et ça se passe dans un contexte où, au début du XIIIe siècle, le grand empire almohade commence sérieusement à décliner, à s'affaiblir. Le moment parfait pour prendre son envol, en quelque sorte. C'est exactement ce qui va se passer. L'arrière-petit-fils d'Abou Hafs, Abou Zakaria Yahya, qui est alors gouverneur, il va saisir l'occasion. Vers 1229 ou 1236, selon les sources, il y a un petit débat. Il déclare son indépendance vis-à-vis de Marrakech. Et c'est le début de la dynastie. C'est ça. Il choisit Tunis comme capitale et il fonde sa propre dynastie. L'aventure hafside commence. D'accord. Donc, indépendance proclamée. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour être légitime? Surtout quand on vient après un empire aussi immense et prestigieux que les Almohades. C'est pas rare. C'est une excellente question. Et c'est là que c'est assez malin, en fait. Les Hafsides, ils vont jouer sur plusieurs registres. Ah oui. D'abord, évidemment, ils insistent sur leur lignée. Nous sommes les descendants directs d'Abou Hafs, ce grand compagnon des Almohades. Donc ils se présentent comme les héritiers naturels, les plus légitimes pour continuer l'œuvre almohade en Ifriqiya. Logique. Mais ça ne suffit pas. Pour vraiment asseoir leur prestige, notamment auprès des populations locales, qui sont plus arabisées, ils vont aller plus loin. Ils vont se faire fabriquer une généalogie assez ambitieuse. C'est-à-dire? Eh bien, une généalogie qui les relie carrément au deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab. Rien que ça. Ah oui, quand même. Oui. Ça leur donne une légitimité religieuse beaucoup plus forte et ça leur permet même de revendiquer le titre suprême de calife. Ce que fera d'ailleurs le fils et successeur d'Abou Zakaria, al-Mustansir. D'accord, donc une légitimité bien travaillée. Et au niveau du territoire, ça donne quoi cet État hafside? Alors, le cœur du royaume, c'est l'Ifriqiya. Tunisie actuelle, est de l'Algérie. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils étendent assez vite leur contrôle sur une bonne partie du Maghreb central. Ils deviennent une puissance régionale. Indéniablement. Par moments, leur influence est telle qu'ils arrivent à imposer une forme de suzeraineté, parfois c'est juste nominal, parfois c'est plus concret, aux royaumes voisins. Comme qui, par exemple? Les Zianides de Toutlemcen,
à l'ouest, les Mérinides de Fès, encore plus à l'ouest, et même de l'autre côté de la Méditerranée, les Nasrides de Grenade. Donc oui, une vraie puissance régionale. Mais cette puissance, j'ai l'impression qu'elle n'est pas toujours très unie. On entend souvent parler de divisions, de querelles internes. Tout à fait. C'est un peu le paradoxe hafside. D'un côté, il y a cette prétention au califat, cette ambition d'unité depuis Tunis, mais dans les faits, le royaume est souvent fragmenté. Comment ça? Très tôt, dès le XIIIe siècle, on voit émerger des principautés quasi indépendantes, notamment à Bougie et Constantine, dans l'Est algérien actuel. Elles sont dirigées par d'autres membres de la famille hafside, Ah d'ailleurs. ouais. Et l'histoire de la dynastie, c'est un peu un cycle constant. Des périodes de division, d'hostilité même entre ces branches, puis des tentatives de réunification, souvent menées depuis Tunis, mais qui ne durent pas toujours. Ce n'est pas un État centralisé et monolithique, loin de là. D'accord. Quels sont les souverains qui ont vraiment marqué cette première période, disons l'âge d'or? Alors il y a bien sûr le fondateur, Abou Zakaria Yahya, qui règne de 1229 à 1249. C'est lui qui pose les fondations, qui consolide le pouvoir, qui étend le territoire et qui fait vraiment de Tunis une capitale qui compte. Mhm. Mais l'apogée de la puissance hafside, c'est sans doute sous son fils et successeur, Abou Abdallah Mohamed al-Mustansir. Il règne de 1249 à 1277. Al-Mustansir. C'est un nom qui revient souvent. C'est lui qui a fait face à la croisade de Saint-Louis, c'est ça? C'est exactement lui. En 1270, Louis IX, roi de France, débarque avec son armée près de Tunis. C'est la 8e croisade. Mais l'expédition tourne au désastre pour les croisés. La maladie? Oui, une épidémie, probablement la dysenterie ou le typhus, décime l'armée. Saint-Louis lui-même en meurt sous les murs de Tunis. Al-Mustansir, lui, gère la situation très habilement. Il négocie le départ du reste de l'armée croisée, menée par Charles d'Anjou, contre le paiement d'une forte indemnité. Un succès diplomatique et militaire en somme. Absolument. Et c'est aussi sous Al-Mustansir que les Hafsides franchissent un cap symbolique. Ils se proclament califes. Ils obtiennent même une reconnaissance, certes brève, en Égypte et au Hedjaz, juste après la chute de Bagdad face aux Mongols en 1258. Ça montre leur prestige. Et il développe aussi les relations commerciales, je crois. Énormément. Ils signent des traités de commerce avec de nombreuses puissances chrétiennes, la couronne d'Aragon, Pise, Gênes, Venise. Il noue même des contacts avec des pays lointains comme la Norvège. Son règne, c'est vraiment le sommet de la puissance et du rayonnement hafside en Méditerranée. Et Tunis dans tout ça. Cette ville devient vraiment le symbole de cette puissance? Comment elle se transforme sous les Hafsides? Alors Tunis, elle avait déjà été choisie comme capitale par les Almohades, mais les Hafsides vont vraiment la magnifier. Elle supplante définitivement Kairouan comme centre politique, économique et culturel de l'Ifriqiya. Ils construisent beaucoup. Énormément. Ils héritent de la Casbah, la citadelle administrative almohade, mais ils l'agrandissent, l'embellissent. Ça devient une vraie ville dans la ville avec palais, mosquées, administration, jardins. Et ils lancent de grands chantiers dans toute la Médina. Comme quoi, par exemple? Des nouvelles mosquées, comme celle de la Casbah justement, ou El Aoué. Des palais. Et surtout, une grande innovation pour l'Occident musulman à cette époque. Vous pensez au Médérassa. Exactement. Ces collèges universitaires islamiques. C'est une introduction majeure des Hafsides. La première, la médersa Eshamaya, est fondée par Abou Zakaria lui-même dès 1249. D'autres suivront. Ataofikia, Alonkiya, El Montassir et Jeria. Elles deviennent des centres intellectuels et religieux très importants. Et la ville elle-même s'étend. Oui, autour de la grande mosquée Zitouna, qui reste le cœur religieux, les souks se développent et s'organisent par spécialité. Des faubourgs se prêtent et s'agrègent à la Médina. On a même un quartier réservé aux marchands chrétiens, le Rapt en Nassara, et un quartier juif. C'est une cité qui devient très cosmopolite, très animée. Une vraie capitale méditerranéenne. Et économiquement, ça suit. Ah oui, Tunis devient une plaque tournante majeure du commerce en Méditerranée. Les quais voient débarquer les marchands catalans, provençaux, génois, pisans, vénitiens. Ils sont très présents. Ils vivent où, ces marchands chrétiens? Ils résident dans des fondouks. C'étaient des sortes de caravansérails fortifiés, situés à l'extérieur des murailles principales. Ils y avaient leurs entrepôts, leurs logements, parfois même une chapelle. C'étaient des espaces dédiés et contrôlés. Et qu'est-ce qui s'est changé? L'Ifriqiya exportait surtout ses richesses agricoles. Le blé, réputé de la région de Béja, l'huile d'olive de Tunis et Sousse, les dattes, les amandes, mais aussi la laine, les cuirs, les peaux.
Et en retour, elle importait beaucoup de produits manufacturés. Des textiles variés, laine, coton, soie, du vin, oui, du vin, du papier, des armes et des métaux précieux. Or et argent nécessaires pour frapper la monnaie et pour la bijouterie. Sans oublier les épices venues d'Orient qui transitaient par là. Un commerce florissant qui devait bien enrichir l'État hafside. Absolument. Les droits de douane, gérés par un haut fonctionnaire qui était parfois aussi ambassadeur, représentaient une manne financière considérable pour les sultans. Mais une ville qui grandit si vite au Moyen-Âge, ça doit aussi poser des problèmes, j'imagine. Des défis. Énormément. Le problème numéro un à Tunis, c'était l'approvisionnement en eau potable. C'était chronique. Pourtant, il évacuait des Romains. Oui, Al-Mustansir l'a fait restaurer, celui qui venait de Zagouane, un ouvrage impressionnant. Mais le débit était bien moindre qu'à l'époque romaine, et surtout, une grande partie de l'eau était détournée pour irriguer les jardins du palais et des dignitaires. Donc pas assez pour la population. Clairement pas. Et cette pénurie d'eau potable a sans doute joué un rôle majeur dans l'ampleur des épidémies, notamment la peste, qui ont frappé la ville à plusieurs reprises. C'est un facteur de vulnérabilité important. Et militairement, la ville était bien protégée. Elle avait des murailles, bien sûr, et elle bénéficiait d'une certaine protection naturelle grâce au lac de Tunis d'un côté et à la grande lagune salaire, la Sebka Sejoumi, de l'autre. Mais ce n'était pas une position naturellement très forte. Une cité prospère, oui, mais aussi vulnérable. Cette prospérité, ce rayonnement, on doit les retrouver dans l'art et l'architecture, j'imagine. C'est quoi le style hafside? Est-ce que c'est juste une copie de ce que faisaient les Almohades avant eux? C'est une très bonne question. C'est à la fois une continuité et une évolution, je dirais. L'héritage almohade est clairement là. C'est-à-dire? Les Almohades aimaient les constructions monumentales, assez sobres, les grandes mosquées, comme à Marrakech ou Séville, les fortifications imposantes. Ils utilisaient certains éléments comme l'arc outrepassé brisé ou les muqarnas, ces décors en relief un peu comme des stalactites qu'on trouve dans les coupoles ou sous les arcs. D'accord. On retrouve ça chez les Hafsides, par exemple dans la mosquée de la Casbah, construite par Abou Zakaria au début. C'est encore très inspiré des Almohades. Mais petit à petit, les Hafsides vont développer leur propre style, en intégrant plus d'influences venues d'Andalousie ou de leurs voisins zianides. Et ça donne quoi concrètement? Qu'est-ce qui change? Ça devient plus décoratif, plus raffiné. On voit une utilisation beaucoup plus abondante du stuc, cette sorte de plâtre sculpté en bas-relief. Les murs se couvrent de motifs complexes, des entrelacs d'arcs, des formes polylobées, des motifs végétaux très stylisés comme des rinceaux de vigne et des palmettes. Plus de couleurs aussi? Ah oui, c'est l'apogée du zélige, ces mosaïques faites de petits carreaux de céramique émaillés, d'abord monochrome, puis de plus en plus polychrome. Ça devient vraiment une signature de l'art du Maghreb, et les Hafsides y contribuent largement. Et d'autres éléments caractéristiques, ouais. Oui, il y a aussi la généralisation des linteaux de portes et fenêtres en bois de cèdre richement sculpté. La calligraphie évolue, on passe du style kufique, assez austère des Almohades, au nasque, une écriture plus cursive, plus élégante, qu'on utilise sur des frises, en céramique, en stuc ou sur le bois. Et puis les toitures en tuiles vernissées, souvent vert ou bleu, qui donnent cet aspect si particulier au monument. C'est un style plus orné, plus riche en somme. Exactement. Plus exubérant, peut-être. Certains y voient même des influences lointaines du gothique européen dans cette profusion géométrique. C'est un art qui va vraiment marquer l'identité visuelle de Tunis et de la région, et qui se voit aussi dans les médersas, leurs grandes innovations architecturales. Art qui reflète une certaine confiance, donc. Mais revenons à la politique. On a dit que c'était un échiquier complexe. Comment les Hafsides arrivaient à gérer leurs relations avec toute la puissance autour d'eux, que ce soit au Maghreb ou en Méditerranée chrétienne? C'était un véritable exercice d'équilibriste en permanence. Il fallait jongler. Avec les voisins musulmans d'abord. Oui, avec les autres dynasties du Maghreb, les Mérinides à Fès, les Zianides à Tlemcen, c'était une relation très fluctuante. Ça allait de la coopération, parfois même d'une suzeraineté reconnue par Tunis, à la rivalité ouverte, voire à la guerre. On a vu que les Mérinides ont même envahi l'Ifriqian. Avec les Nasrides de Grenade, c'était souvent plus proche, mais là aussi ça dépendait des périodes. Il y avait des alliances, mais aussi des tensions. Et avec le monde chrétien, c'était comment? Très ambivalent. D'un côté, on l'a dit, un commerce florissant, des traités signés dès El-Moustantir, la présence de ces communautés de marchands européens à Tunis, c'était vital pour l'économie hafside. Mais de l'autre côté? De l'autre côté, il y avait la méfiance, la rivalité religieuse et les conflits.
La croisade de Saint-Louis n'était pas rien. Il y a eu d'autres attaques ponctuelles, notamment aragonaises. Et puis, au fil du temps, surtout à partir du XVe et XVIe siècle, la pression des puissances chrétiennes, notamment l'Espagne, va devenir de plus en plus forte. Une relation complexe, donc. Et ce qui est fascinant, c'est la façon dont ils menaient leur diplomatie, en particulier avec l'Europe. Vous disiez qu'ils n'envoyaient pas que des ambassadeurs classiques. C'est vrai. Et c'est une des originalités de la diplomatie hafside et maghrébine en général à cette époque. Pour traiter avec les royaumes chrétiens, ils ne se contentaient pas d'envoyer des oulémas, des vizirs ou des fonctionnaires musulmans, même si ça arrivait bien sûr. Ils utilisaient d'autres intermédiaires? Oui, très souvent, ils faisaient appel à une palette d'agents assez étonnante vue d'aujourd'hui. Par exemple? Par exemple, des mercenaires chrétiens qui servaient dans l'armée hafside. Ces hommes connaissaient souvent bien les deux rives de la Méditerranée, ils avaient leur réseau, ils pouvaient servir d'émissaires, ils utilisaient aussi, et peut-être surtout, des marchands européens, des Catalans, des Génois, des Vénitiens. Ces hommes d'affaires voyageaient beaucoup. Ils parlaient les langues, ils connaissaient les cours européennes et les circuits commerciaux. Leur intérêt économique pouvait coïncider avec une mission diplomatique pour le sultan. Des sortes d'agents doubles? Pas forcément, mais des intermédiaires pratiques. Ils étaient souvent fournisseurs du sultan, parfois même des conseillers écoutés. Et puis, il y avait aussi les agents juifs. Quel était leur rôle? Ils jouaient un rôle important, souvent comme médecins à la cour ou comme grands commerçants. Ils bénéficiaient de réseaux familiaux et commerciaux très étendus à travers toute la Méditerranée. Ils maîtrisaient les langues et pouvaient servir d'interprètes, les fameux drogmans, mais aussi d'émissaires discrets et efficaces. Et ces droguemans, ces interprètes, ils pouvaient avoir un rôle plus politique? Parfois, oui. On a l'exemple célèbre d'Anselm Turmeda, ce Bajorquin converti à l'islam, devenu Abdallah al-Tarjuman, qui a eu une position influente à la cour hafside et a sans doute joué un rôle dans les relations avec l'Aragon. Mais il faut être prudent. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, ces agents non musulmans, qu'ils soient chrétiens ou juifs, agissaient plus comme des messagers, des facilitateurs, des porteurs de lettres, que comme de véritables ambassadeurs avec plein pouvoir pour négocier et signer des traités. La décision finale restait à Tunis. Toujours. C'était le sultan et son conseil qui décidaient. C'est une diplomatie très pragmatique, qui utilise les compétences là où elles se trouvent, mais où le pouvoir hafside garde fermement le contrôle du processus. C'était une nécessité pour naviguer dans ce monde méditerranéen si complexe. Diplomatie, architecture, on voit bien le rayonnement. Mais à l'intérieur, comment était la vie intellectuelle et sociale sous les Hafsides? Est-ce que Tunis était aussi un centre culturel? Ah oui, absolument. La cour des sultans hafsides attirait les poètes, les savants, les historiens. On raconte que la bibliothèque personnelle du fondateur, Abou Zakaria Yahya, comptait près de 30 000 manuscrits, ce qui est énorme pour l'époque. Impressionnant. Et c'est évidemment dans ce contexte hafside que vit et travaille l'un des plus grands penseurs du monde musulman médiéval, et même mondial, Ibn Khaldoun. L'historien et sociologue avant l'heure. Exactement. Une partie de son œuvre monumentale, la Muqaddima, a été pensée et écrite alors qu'il était au service ou en relation avec la cour de Tunis. C'est dire le niveau intellectuel de l'époque. On peut aussi citer la présence, plus tardive, d'intellectuels européens comme Anselm Turmeda, dont on a parlé, ou Léon l'Africain. Ah oui, Léon l'Africain. Et il est passé par Tunis? Oui, ce personnage fascinant, né à Grenade, capturé par des corsaires chrétiens, qui a vécu à Rome où il a écrit sa célèbre Description de l'Afrique. Il serait revenu finir ses jours à Tunis, peut-être même reconverti à l'islam. Sa description de Tunis au début du XVIe siècle est une source précieuse. Et sur le plan religieux, comment ça se passait? C'était juste l'islam officiel sunnite malikite? C'était la doctrine officielle, oui, bien implantée. Mais ce qui marque vraiment l'époque hafside, c'est l'essor considérable du soufisme. Le courant mystique de l'islam. Tout à fait. Il devient extrêmement populaire. De grandes figures de saints soufis émergent et sont vénérées par la population, comme Sidi Bou Saïd, qui a donné son nom au célèbre village près de Tunis, ou Abou Hassan al-Shadili, connu sous le nom de Sidi Blassen. Et comment les autorités religieuses officielles voyaient ça? Au début, les oulémas, les docteurs de la loi, étaient plutôt méfiants, voire hostiles à certaines pratiques soufis. Mais le mouvement était si populaire et certains de ses chefs si respectés qu'il a fini par être largement toléré puis intégré à la vie religieuse de l'Ifriqiya. Plus tard, vers le XVe siècle, on voit même se développer un maraboutisme très populaire, le culte des saints locaux, avec parfois des confréries et des personnages assez hauts en couleur, comme Sidi Ben Arous. Et la vie quotidienne des gens, on en sait quelque chose? Grâce à Léon l'Africain, peut-être? Oui, il nous donne quelques aperçus intéressants,
même s'il faut rester prudent, c'est un regard extérieur. Il décrit une société avec des contrastes sociaux assez marqués. C'est-à-dire? Une bourgeoisie urbaine, à Tunis notamment, qui semble assez aisée. Ils vivent dans de belles maisons, à étages, avec un patio central, des chambres pavées de ces fameux éliges. Ils ont une skifa en vestibule pour recevoir. Ils mangent du pain blanc, fait avec le blé de béja, de l'huile d'olive, de la viande d'agneau, du poisson. Et le reste de la population? Le petit peuple, lui, est décrit comme plus démuni, mangeant plutôt du pain d'orge. Léon l'Africain les trouve misérables et superstitieux, mais c'est son jugement. Il note aussi la rareté de l'eau potable et du bois de chauffage, ce qui confirme les difficultés d'approvisionnement. Et l'habillement? Les femmes? Les hommes portent la djebba, le burnous, un turban. Les femmes sortent couvertes du sefseri, ce grand voile blanc typique, et portent un voile sur le visage. Mais Léon l'Africain les décrit aussi comme coquettes, utilisant des parfums. Et il souligne leur rôle économique. Elles sont très actives dans le filage de la laine et du lin, un travail réputé. C'est une société méditerranéenne, vivante, complexe. Une société vivante, oui, mais dont l'État, on l'a dit, va connaître un long déclin après l'apogée du XIIIe siècle. Comment on explique cette fragilisation progressive? C'est une combinaison de plusieurs facteurs qui vont s'additionner au fil du temps. D'abord, il y a les problèmes internes qui sont récurrents. Lesquels? Al-Mustanser, on entre dans une période d'instabilité. Il y a des luttes féroces pour la succession au trône, des révoltes de tribus arabes nomades dans le sud, et surtout cette tendance à la fragmentation dont on a déjà parlé. Les principautés dissidentes? Exactement. Bougie, Constantine, mais aussi parfois le sud tunisien, la Tripolitaine, l'autorité réelle du sultan de Tunis est souvent limitée à la capitale et à ses environnements immédiats. Le royaume se divise, se réunifie, se redivise, c'est une faiblesse structurelle. Et cette faiblesse interne, elle attire les convoitises externes, j'imagine. Bien sûr, les voisins les plus puissants en profitent. On a déjà mentionné les Mérinides de Fès, qui réussissent carrément à occuper Tunis et une partie de l'Ifriqiya à 2 reprises au milieu du XIVe siècle. Ça laisse des traces. Et les chrétiens? Le royaume hafside est constamment sous pression. Pourtant, il semble qu'il y ait eu des périodes de redressement, non? Des moments où les Hafsides reprennent le dessus. Oui, tout à fait. Il ne faut pas voir ça comme un déclin linéaire et ininterrompu. Il y a eu des sursauts, des renaissances même, notamment à la fin du XIVe et surtout pendant une bonne partie du XVe siècle. Quels sont les grands règnes de cette période? Il y a d'abord Abul Abbas Ahmed à la fin du XIVe qui réunifie le royaume, puis surtout le règne très long et puissant d'Abou Faris Abdelaziz al-Moutawakel, de 1394 à 1434. Lui, il pacifie le sud, il prend Alger, il impose à nouveau sa suzeraineté à Tlemcen, il repousse une attaque aragonaise, son Djerba. C'est un règne fort. Et après lui? Son petit-fils, Abou Oumar Ousmane, qui règne de 1435 à 1488, un règne exceptionnellement long aussi, poursuit cette œuvre de consolidation. Sous son règne, les Hafsides dominent à nouveau une grande partie du Maghreb. C'est une sorte de seconde apogée. C'est aussi à cette époque qu'arrivent de nombreux réfugiés andalous, chassés d'Espagne après la chute de Grenade, qui vont dynamiser certaines villes. Mais alors, pourquoi ça ne tient pas? Qu'est-ce qui se passe après Ousmane? Le problème, c'est qu'après sa mort, en 1488, les vieux démons ressurgissent. Les querelles princières pour le pouvoir reprennent avec une violence accrue. Son successeur est tué dès 1489. Ensuite, on a une succession de sultans souvent faibles, incapables de maintenir l'unité et l'autorité de l'État. Le royaume se délite à nouveau très rapidement. Et ça tombe au pire moment. Exactement. Ça tombe pile au moment où le paysage géopolitique de la Méditerranée est en train de changer radicalement à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. C'est l'arrivée des deux superpuissances de l'époque. Précisément, d'un côté l'Espagne, des rois catholiques, puis de Charles Quint, qui, une fois la Reconquista terminée en 1492, se tourne vers l'Afrique du Nord avec une politique très agressive d'occupation des ports. Et de l'autre côté? De l'autre côté, l'Empire ottoman, en pleine expansion vers l'ouest, qui arrive au Maghreb, d'abord par l'intermédiaire des frères corsaires Barberousse, puis qui intervient de plus en plus directement. Et les Hafsides sortent au milieu. Complètement pris en étau. C'est une situation intenable pour un État affaibli et divisé. Les Espagnols s'emparent de plusieurs points stratégiques sur la côte, dont le plus important, la Goulette, le port de Tunis, en 1535. Ils installent même un sultan hafside qui leur est soumis. Et les Ottomans réagissent? Oui, les Ottomans, qui contrôlent déjà Alger, voient d'un très mauvais œil cette présence espagnole si près.
Le sultan hafside de l'époque, Mohamed V al-Hassan, commet l'erreur politique majeure de faire appel à l'empereur Charles Quint pour l'aider contre ses rivaux et contre les Ottomans. Ça le discrédite totalement aux yeux de beaucoup de ses sujets. La fin est proche alors? Elle devient inévitable. Le conflit entre l'Espagne et l'Empire ottoman pour le contrôle de la Méditerranée occidentale se joue en grande partie sur le sol de l'Ifriqiya hafside. Finalement, en 1574, le sultan ottoman envoie une flotte et une armée considérables commandées par Sinan Pacha et Uluç Ali Pacha. Ulj. Ali. Allez, ils prennent Tunis, hein? Oui, après une bataille acharnée, notamment pour reprendre le fort de la Goulette aux Espagnols, les Ottomans entrent dans Tunis. Le dernier sultan hafside, Mohamed VI, qui s'était allié aux Espagnols dans un ultime effort, est capturé. Il est emmené à Constantinople. C'est la fin. La fin d'une dynastie qui aura duré plus de 350 ans. Exactement. L'Ifriqiya devient alors la régence de Tunis, une province de l'Empire ottoman. C'est une nouvelle ère qui commence. Voilà donc l'histoire des Hafsides, une dynastie berbère issue des Almohades qui a vraiment façonné l'histoire de l'Ifriqiya pendant des siècles, depuis sa capitale Tunis. Une période de grand rayonnement culturel, commercial, architectural. Oui, mais aussi une histoire marquée par ces divisions internes récurrentes et par la pression constante des puissances voisines. Ils ont fini par être emportés, pris dans l'étau de ces nouvelles logiques impériales, espagnoles et ottomanes, qui redessinaient la carte de la Méditerranée. Quelle est l'importance finale de cette dynastie, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je pense qu'ils représentent un moment absolument crucial. Ils font le lien entre la grande unification almohade du Maghreb et sa division ultérieure sous les Ottomans, qui va durer jusqu'à la colonisation. Leur long règne a profondément marqué l'identité de ce territoire, qui deviendra la Tunisie moderne. L'héritage culturel, architectural est encore très visible aujourd'hui. Et leur histoire, c'est aussi une illustration parfaite des dynamiques politiques, commerciales, militaires, culturelle de la Méditerranée médiévale et du début de l'époque moderne. Les échanges, les conflits, la diplomatie complexe, tout y est. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une réflexion pour nos auditeurs. On a vu comment les Hafsides ont dû constamment naviguer, jongler entre différentes échelles. Leur pouvoir local à Tunis, les rivalités régionales avec Fès, Tlemcen, Le Caire, et puis la pression des grands empires ou des puissances chrétiennes comme l'Aragon, Gênes, puis l'Espagne et les Ottomans. Oui, cette tension permanente entre le local, le régional et l'impérial. Exactement. Et on peut se demander comment cette nécessité constante de composer avec ces différentes échelles de pouvoir, comment ça a pu façonner, sur le très long terme, l'identité politique, la trajectoire historique de régions comme la Tunisie, bien au-delà de la seule période hafside elle-même. C'est une question fascinante, je trouve, à méditer. Tout à fait. Une question qui reste ouverte.